oui, la patrie ou la mort nous vaincront. Cette phrase est restée à jamais gravée dans les mémoires et Thomas Sankara n'est pas mort. Il est justement en chacun des Africains qui se lèvent pour la révolution et surtout pour donner la dignité à l'Afrique. Paul est là, front uni contre la dette. Eh bien, c'était justement ce que voulait Thomas Désiré Sankara. Il ne verra pas le jour, en tout cas, ce front uni contre la dette, car à peine terminé, plusieurs chefs d'État africains de cette époque vont prendre l'initiative de comploter contre Thomas Sankara et il sera assassiné. Comme il le déclare d'ailleurs dans cet élément, il ne verra pas le prochain sommet de l'Union africaine. Alors, la dette. La dette, en réalité, il faut comprendre que c'est une spirale qui est pensée, conçue pour maintenir les États dans leur situation de dépendance vis-à-vis d'un Occident toujours impérialiste. Et la dette, en fait, le problème n'est pas la dette en elle-même. La question, la problématique centrale, à mon sens, c'est l'origine de la dette et les conditions de la dette. Parce que, voyez-vous, que ce soit à titre privé ou que ce soit au niveau des États, on a toujours besoin, souvent, de s'appuyer sur des apports externes pour pouvoir réaliser un certain nombre de projets. Et c'est encore plus vrai pour les États qui ont donc des dépenses budgétaires qui ne correspondent pas toujours, et d'ailleurs en tout cas très peu souvent correspondent aux recettes telles qu'elles ont été escomptées. Donc, on a recours à la dette, et la vraie question c'est d'où vient la dette et de quoi elle est constituée et à quelle fin. Et pour expliquer la notion de dette en Afrique, puisque c'est la thématique, il faut bien le regarder à mon sens sous trois prismes. Le premier c'est d'un point de vue technique, le second c'est d'un point de vue historique, et le troisième, c'est d'un point de vue économique ou pratique. D'un point de vue technique, il faut dire que depuis des temps immémoriaux, mais pour quand même se donner une référence, on va dire depuis au moins 1815, notamment le 18 juin, date de la bataille de Waterloo, on assiste à une montée dans les économies mondiales et dans le système bancaire et financier dominant d'aujourd'hui à ce qu'on a appelé la financiarisation de l'économie qui passe par le spéculatif. Aujourd'hui, quand on parle de pays riches et de pays pauvres, c'est essentiellement biaisé parce que quand on parle de l'Occident aujourd'hui comme étant la zone des pays riches, ces pays occidentaux en réalité n'ont pas le reflet en termes de monnaie, n'ont pas le reflet économique réel de ce qu'ils prétendent être leurs richesses. Leurs richesses sont essentiellement spéculatives et donc basées sur le virtuel. Et techniquement, comment est-ce que l'Occident s'organise pour transformer son virtuel économique dans l'économie réelle? Tout simplement par le mécanisme de la dette. Parce que lorsque vous avez fait tourner la planche à billets et qu'il n'y a pas de contrepartie dans l'économie réelle, en termes de biens matériels, vous devez de trouver un expedient, vous devez de trouver une solution pour transformer justement cette création monétaire au risque de se trouver dans l'inflation. Vous devez de la transformer en monnaie, en biens matériels. Donc en monnaie en réalité, mais qui a une base, un soubassement dans l'économie réelle. Et comment ça se passe? Ça se passe par le truchement, justement, par le mécanisme de la dette. Et lorsque l'Occident, donc, a créé cet argent, cette monnaie-là, sur ex nihilo, elle le transfère dans les pays africains, notamment, les pays dits pauvres en général, par le mécanisme de la dette. Parce que quand je vous emprunte de l'argent, soi-disant pour faire tourner votre économie, par le mécanisme de l'aide et du financement, vous qui avez une économie basée sur des biens matériels réels, donc, par rapport à vos ressources du sol et du sous-sol, vos richesses du sol et du sous-sol, vous allez travailler pour que cet argent que vous avez reçu en emprunt ait un correspondant dans l'économie réelle. Et quand vous allez rembourser cet argent, en réalité, vous qui avez emprunté, vous l'emprunteur, vous aurez travaillé pour mon compte, moi le prêteur, et vous aurez
contribuer à faire en sorte que l'argent que j'ai créé ex nihilo, en faisant tourner la planche à billets, ce que vous n'avez pas le pouvoir de faire, quand vous me le remboursez, vous le remboursez en ayant créé un correspondant dans l'économie réelle. Donc, l'argent que j'ai créé ex nihilo, qui était sous le coup de créer une inflation dans mon pays, quand vous me le remboursez, il a désormais une correspondance réelle parce que vous avez travaillé pour me rembourser cet argent. Donc, vous contribuez à passer mon économie du virtuel au réel. Voilà le mécanisme technique en réalité de la dette. Et donc, ça se voit au niveau des États, mais ça se perçoit également au niveau privé. Quand vous allez emprunter de l'argent dans une banque, la banque ne vous prête pas, contrairement à l'imaginaire collectif et populaire. La banque ne vous prête pas l'argent des déposants. La banque, par le mécanisme de la monnaie scripturale, Oui. crédite votre compte sans vous donner forcément de l'argent physiquement. Et c'est encore plus vrai dans les économies dématérialisées, où on fait le plus d'achats par des cartes bancaires et par des virements ou par des chèques. Donc, quand vous allez emprunter cet argent à la banque vous crédite votre compte de façon scripturale par des écritures comptables, sans que forcément vous n'ayez cet argent matériellement, sans que la banque ne prenne l'argent des déposants pour vous les donner. Mais ça, c'est un système qui existe et qui a été facilité et qui a été encouragé à volonté et à dessein par le système bancaire et financier mondial aujourd'hui qui prédomine, et depuis notamment de façon beaucoup plus matérielle sur cet aspect de crédit privé là, depuis au moins 2007 avec la loi, avec le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, en son article 123, je pense, interdit désormais, depuis 2007 donc, pour vous montrer que depuis au moins, j'ai parlé de 1815, depuis la bataille de Waterloo où la spéculation a commencé, jusqu'en 2007, chaque année, et on va voir ça sur le plan historique que je vais évoquer tout à l'heure, en tout cas au fil du temps, les États dominants ont toujours favorisé la spéculation au détriment de l'économie réelle. Ce qu'on a donc appelé la financiarisation de l'économie. Donc, on virtualise en fait le réel et en réalité, on passe par le mécanisme de la dette pour rendre réel ce qui est virtuel. Et au plan privé, justement, avec le traité de Lisbonne en son article 128, il est interdit depuis 2007 aux banques centrales de faire tourner leur planche à billets pour prêter de l'argent aux États. Ce mécanisme d'emprunt des États est désormais attribué depuis 2007, en tout cas pour ce qui est de l'Europe, et l'Afrique centrale, en fait l'Afrique, que ce soit de la BCAO ou de la BEAC, dépendent bien de l'euro, et donc on subissent les conséquences directes de cette décision-là du traité de Lisbonne. Et donc depuis cet article de 128 du traité de Lisbonne, les pays occidentaux, européens notamment, n'ont plus le droit de recourir aux banques centrales pour obtenir des emprunts. Puisque les banques centrales, lorsqu'elles font tourner la planche à billets, elles prêtent aux États qui sont les leurs à taux zéro. Pourtant, dans le mécanisme de crédit par les banques commerciales que favorise donc le traité de Lisbonne, les banques commerciales ont ce qu'on appelle, parce que les banques centrales, de façon un peu pédagogique, les banques centrales ont le pouvoir d'émission, donc de faire tourner la planche à billets, pendant que les banques commerciales ont le pouvoir de création monétaire. J'ai pris l'exemple, quand vous allez emprunter de l'argent, on ne vous donne pas forcément l'argent des déposants, mais on fait une écriture, on crédite votre compte. C'est un pouvoir scriptural qui donne aux banques, à travers ce traité-là, aux banques commerciales, la possibilité de créer de la monnaie au-delà de leurs avoirs, au moins de 6 fois. C'est ce qu'on a appelé, c'est ce qu'ils ont appelé le système des réserves fractionnaires. Ça veut dire qu'on a une partie d'argent qui est réelle, mais on peut vous emprunter 6 fois plus que ce qu'on a réellement. Et c'est de là que vient la spéculation. C'est-à-dire qu'on peut de façon indéfinie aller au-delà des avoirs effectifs et donc créer une bulle financière qui, lorsqu'elle éclate, crée justement des crises financières telles qu'on a eu en 2008 et d'autres. Et donc, d'un point de vue historique, cette réalité s'est installée à dessein pour justement permettre aux économies occidentales, européennes d'abord et occidentales ensuite, de
vivre, on va dire, décemment et dans une opulence apparente du fait du travail des pays qu'elles endettent, que l'Europe endette et l'Occident en général, pour donc rendre réelle cette économie-là. Alors, ça c'est sur le plan technique. Donc sur le plan technique, on se rend bien compte que la dette est un mécanisme organisé, entretenu, pour maintenir les États endettés dans cette dépendance-là qui permet de financer et d'entretenir les économies des pays créanciers. Et donc, sur le plan historique, ça remonte, j'ai dit tout à l'heure, depuis au moins 1815, donc la bataille de Waterloo, avec Nathan de Rothschild qui avait fait une spéculation sur la prétendue victoire de la France alors qu'il savait que c'était l'Angleterre. Et après, quand tous ces spéculateurs se sont précipités pour vendre leurs titres, il a racheté tous les titres et ça a été le début de la fortune de cette famille-là. Mais par la suite, donc, il y a eu une série de mécanismes, une série de décisions qui ont contribué justement à faire en sorte que la dette soit entretenue de façon permanente. Et je vais citer juste 3 dates. Vous avez principalement un événement ou une série d'événements qui ont contribué à entretenir et à encourager la spéculation. C'est la fin de l'étalon or. Vous savez qu'à l'époque, après le troc, à l'époque, il y avait au moins jusqu'en 1931, date de la fin de l'étalon or justement, il y avait une correspondance, toutes les monnaies étaient arrimées en correspondance fixe avec l'or. Ça veut dire que quand vous aviez une quantité de monnaie, votre banque centrale de votre pays avait son équivalent dans les comptes en or. Donc en réalité, l'inflation n'existait pas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas créer au-delà de ce qu'on avait. Et donc, au bout d'un certain temps, en 1931, c'était la fin de l'étalon or. En 1900, après la Seconde Guerre mondiale en 1944, avec les accords de Bretton Woods et les institutions qui ont suivi, FMI et Banque mondiale, c'était désormais l'arrimage fixe du dollar à l'étalon or, mais toutes les autres monnaies devaient être arrimées à la monnaie pivot qui était le dollar. Et en 1971, c'est donc le déclenchement, si vous voulez, l'ouverture des vannes du crédit à outrance et sans limite. Vous avez donc eu la fin totale de la référence en or et vous avez à la suite donc du crash boursier, du choc pétrolier de 1973. Alors, quand on parle du point historique, de ces éléments historiques, resituons l'Afrique. L'origine de la dette africaine, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était pour situer le contexte et montrer que la spéculation et la dette sont pensées, conçues et entretenues pour maintenir la dépendance des pays dits pauvres et que cette pauvreté en réalité n'est que spéculative, comme la richesse de l'Occident. Alors,